Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Alors, s'il existe bien un visage connu et reconnu dans le monde entier et qui fascine, intrigue, interpelle, c'est bien celui de la Joconde. Alors, oui. Femme, homme, mère, maîtresse, on a tout entendu à son sujet. Toutefois, le mystère reste entier. Qu'en est-il vraiment? Pour vous en dire toute la vérité, j'ai convié un spécialiste de la vieille dame, en tout cas l'auteur d'Isis, la Joconde révélée. 500 ans après sa création, Thierry Gallier est avec moi. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Je le disais merci parce que souvent en vendredi soir, on est plutôt chez des potes, surtout quand il fait beau, à boire des coups. Et là, vous êtes là avec moi, j'en suis ravi. Donc, la Joconde, je le disais, c'est quand même incroyable que ce visage est passionné. On ne sait toujours pas pourquoi il a passionné autant. Absolument, oui. C'est quand même dingue, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de nanas qui ont été peintes quand même. Et là, Vinci fait ça 1503, 1506, 3 ans à peu près, voilà. Et tout. Donc, d'ailleurs, on va savoir pourquoi. Peut-être est-ce qu'il est revenu plusieurs fois sur ce. Ah oui, il a travaillé presque toute sa vie pendant 20 ans. Ouais. Et effectivement, comme vous le dites, au Louvre, il y a des milliers de tableaux. Celui-ci est assez petit. En face de la Joconde, il y a le plus grand tableau du monde, les Noces de Cana, qui fait 8 mètres sur. Et les gens tournent le dos aux Noces de Cana pour regarder ce tout petit tableau qui est assez banal. Mais oui, quand je l'ai vu la première fois, je me dis c'est ça le truc. C'est décevant, quand on le voit la première fois. Alors, c'est décevant. Et pourquoi vous vous intéressez à ça alors justement parce qu'il y a un mystère et il y a un charisme à ce tableau qui dépasse l'énoncé de ses qualités. En fait, si vous prenez toutes les qualités du tableau, il est très bien fait, etc. Mais il y a un mystère qui surpasse ça. Donc moi, ça m'a intéressé de regarder ce tableau, d'essayer de trouver le mystère en me disant que c'était pas la chose la plus compliquée d'étudier une image fixe. C'est plus simple que d'étudier une symphonie, un requiem de Mozart, ou de comprendre comment on construit des pyramides, etc. Là, c'est une image. Et donc, j'ai pensé que j'allais trouver quelque chose de l'ordre de l'illusion d'optique ou quelque chose comme ça dans la Joconde. Je pensais pas que ça irait si loin que ça. Voilà. Alors, on a posté une photo de la Joconde, bien sûr, parce que en fait vous allez nous permettre j'espère que vous êtes chez vous devant votre ordinateur, ou en tout cas si vous avez un smartphone, affichez la photo si vous écoutez quelque part, parce que on va essayer de le détailler ce tableau et vous allez nous permettre de voir ce qu'on ne voit pas. Parce que finalement le tableau c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, alors ce tableau-là, il est tout à fait étonnant parce qu'il est, si je peux expliquer le départ de la réflexion, bien sûr, c'est de voir qu'il y a des choses qui sont incohérentes dans le tableau, franchement incohérentes, et que Léonard de Vinci est capable de la perfection. Il est capable de faire un sans faute. Donc, on peut étudier les incohérences ou les erreurs entre guillemets, puisque c'est des erreurs volontaires. C'est ça. Parce qu'il est capable de la perfection. C'est comme une fausse note dans un truc de Mozart, comme il est capable de faire le sans faute. On peut étudier le pourquoi de cette fausse note, puisque justement il est capable de faire un festival. C'est volontaire. Et là, en l'occurrence, sur la Joconde, la porte d'entrée, au départ, je pensais que c'était une structure un peu pyramidale et un peu stricte, avec un tableau très très flou. Je pensais que ça venait de là, le trouble, c'est-à-dire entre la rigueur de la construction et le flou. Et en fait, quand j'ai bien regardé, si vous regardez le paysage derrière, paysage de droite et paysage, quand je dis le paysage de droite, c'est main droite, c'est-à-dire quand on regarde le tableau, c'est main droite. Votre main droite à vous, voilà. Donc sa gauche à elle. Donc, paysage main droite. Vous voyez qu'il y a un lac assez perché, comme ça en hauteur, très haut dans le tableau. Et vous regardez le paysage main gauche, le paysage est beaucoup plus bas en fait. Beaucoup plus bas. D'accord. À droite, il y a un cours d'eau dont on ne sait même pas s'il y a de l'eau, avec un petit pont, on ne sait pas s'il y a de l'eau. Et à gauche, le fleuve déborde. C'est ça. Et donc ces deux paysages, vous ne pouvez pas les raccorder. C'est-à-dire si vous masquez Mona Lisa, c'est-à-dire le personnage, vous ne pouvez pas raccorder les deux paysages. Ça, c'était le premier truc. Il y avait un problème de déconnexion entre les deux paysages du fond. Et alors là, si vous regardez donc main gauche, si vous regardez l'arrondi du visage de cette femme, de Mona Lisa, vous verrez que l'arrondi du visage est un petit peu cabossé, légèrement accidenté, alors que la courbe de la joue, côté main droite, la courbe de la joue est très gonflée, très lisse. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus anguleux d'ailleurs, quand on la regarde, quand on est face au tableau, côté gauche plus anguleux, alors que l'autre c'est un côté plus rond. Voilà. Plus bébé, plus poupon. C'est ça. Alors c'est impossible sauf à sortir de chez le dentiste et d'avoir eu une opération des dents de sagesse du côté gauche. Et à cette époque-là, quand on sortait chez le dentiste, on posait pas. Non, on posait pas. On allait pleurer dans une forêt, tout ça. C'est ça. Mais là, c'est impossible que la joue
joue soit gonflée côté main droite et soit creusée côté main gauche. Donc c'est de ces deux incohérences, les paysages qui sont par raccord et les deux parties du visage qui sont par raccord, j'ai posé ma main en fait au milieu sur l'arête du nez et j'ai regardé la moitié droite et la moitié gauche. J'ai basculé ma main comme ça et je me suis dit que c'était pas la même. C'est pas le même personnage. C'est le même personnage, mais c'est pas du tout. C'est pas la même. Donc j'ai pris une photo de la Joconde. J'ai tracé un trait qui passe par l'arrêt des cheveux en plein milieu et j'ai coupé en deux cette photo dans le sens vertical. J'ai affiché à mon mur. J'ai séparé les deux morceaux, c'est ce qu'on trouve dans le bouquin. D'ailleurs, on vous l'offrira ce bouquin. Isis, la Joconde révélée, vous l'avez, c'est en première de couverture. D'ailleurs, on voit bien que vous avez déjà même sur la première séparé. Et on retrouve cette séparation dans le bouquin en plein milieu. Et alors, ce qu'on voit là dans le livre, donc c'est ce qu'on vient de dire, en fait, de séparer les deux moitiés du tableau. Les séparer, les espacer, et vous regardez l'une et l'autre, et vous verrez que c'est pas du tout la même. C'est-à-dire, sur la partie main droite, elle est très droite, elle se tient très très droite. Elle a le coude planté dans la coudoir, elle a les cheveux très lisses et très droite. Elle est heureuse, elle sourit. Et de l'autre côté, sur l'autre moitié, main gauche, elle a les cheveux détachés, ce qui n'a rien. Enfin, les deux coiffures, un peu plus fou. Les deux coiffures ont rien à voir. Elle est légèrement avachie. En fait, la tête rentre un petit peu dans les épaules. Et elle a, je dirais, 5 ans d'écart, ou entre 5 et 10 ans, mais plutôt près de 5 ans. C'est un petit passage de temps sur les traits du visage, sans mettre aucune ride, il n'y a aucune ride, vous pouvez regarder de près, il n'y a aucune ride, mais par le cabossage entre guillemets, et on sent que dans la partie gauche, elle est triste, enfin il s'est passé un truc, elle a pris un coup, c'est-à-dire qu'elle est un peu tassée comme ça, elle est un peu triste, on a la sensation qu'elle a un peu cabossé de la vie, quoi. Voilà, c'est exactement ça, contrairement à la partie de droite. Alors ça, ce truc-là expliquerait le mystère du sourire de la Joconde, parce que le sourire est troublant. En fait, il n'est pas symétrique. Il n'est pas symétrique, c'est-à-dire on ne sait pas si elle sourit ou si elle sourit pas. Et en fait, c'est les deux. À droite, elle sourit, et à gauche, elle fait la gueule. En fait, elle sourit. Léonard de Vinci représente les femmes, quoi, tout simplement. C'est une synthèse. Je vais me faire tuer sur le net. Je plaisante bien sûr, parce qu'il faut un peu se marrer quand même. Non, mais il a peut-être voulu montrer ça, finalement, les deux visages de la femme, quoi. C'est-à-dire la joie quand tout va bien et la tristesse. Et bien sûr, mais en même temps, c'est vachement fin comme. C'est subtil. C'est très très subtil, parce qu'en fait, quand vous séparez les deux parties, vous voyez que c'est impossible. Et il se trouve qu'il y a un sculpteur qui avait essayé de sculpter la Joconde, et quand il a essayé de se coller à la sculpture, il a vu que c'était impossible parce qu'il y a deux perspectives. Et il l'a compris juste en commençant son travail de sculpteur. Et parce que c'est impossible. Vous pouvez pas vous tenir droit avec le coude dans la coudoir et être en même temps vautré comme elle est, vautré entre guillemets. Voilà. Ou alors vous avez deux colonnes vertébrales. Voilà, c'est ça. Et là, c'est une extraterrestre. On en parle souvent ici. Alors, cette Joconde, c'est vrai que au départ, on l'étudie à l'école, on en parle, tout le monde nous dit voilà, c'est l'un des plus beaux tableaux du monde. Il a été volé, je crois qu'il a été. Je crois qu'il n'y a pas un collectionneur au monde qui n'a pas envie de l'avoir dans son dans son musée personnel. Mais pourquoi on essaie de comprendre pourquoi. Mais là, on a parlé du visage, mais il y a plein de choses assez bizarres quand on regarde finalement la gravure. Et il y a plein de petits détails qui sont assez troublants. Alors, l'autre... là, j'avais coupé donc le tableau en deux et j'avais vu qu'elle n'était pas pareille à droite et à gauche. Et j'étais parti d'une fausse piste qui est une fausse piste, mais qui m'a permis de trouver ce que j'ai trouvé après. C'est-à-dire que cette fausse piste, c'est de dire si à droite c'est la jeune fille, si à gauche c'est la femme un peu plus mûre, et que on imagine, parce que les gens qui ont passé la Joconde à l'infrarouge et à la spectromanie Raman, pardon. Non, c'est pas facile, pas un mot qu'on utilise tous les jours. Non, voilà, c'est pour ça. Justement, on l'utilise pas parce qu'il est compliqué. Et donc ils ont découvert qu'il y avait un voile de femme enceinte sous les couches. Il y a un voile de femme enceinte. Donc je me suis dit, dans le bras, on peut imaginer le bébé, donc la femme enceinte, la jeune fille, la femme un peu plus mûre, et je cherchais main gauche vers le bas, l'idée de la femme, de la mamie, quoi, en gros. Mais ça veut dire que, quand je reviens juste à ce que vous disiez tout à l'heure sur le sculpteur qui a voulu et qui s'est dit c'est impossible qu'une femme se tienne d'un côté avachie, d'un côté un peu. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement il n'y avait pas de modèle?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de modèle. Et qu'il l'a inventé complètement. Ah oui, je pense qu'il l'a inventé complètement, qu'il est parti de ses traits de visage, enfin plus ou moins de ses traits de visage à lui. Oui, parce qu'on a beaucoup dit que c'était lui, finalement. Ça ressemble beaucoup à un dessin qui est très très connu, qui s'appelle l'autoportrait à la sanguine, qui est un dessin qui est un autoportrait de Léonard de Vinci, où vous le voyez avec des longs cheveux, il est un peu dégarni, il a des longs cheveux, une longue barbe, et qui est un dessin, qui est une icône en fait. Ce dessin-là aussi est une icône, comme la Joconde, parce que c'est l'archétype du sage. Et en fait, ça a influencé tous les archétypes de sage, c'est-à-dire Panoramix, vous avez dans le Seigneur des Anneaux, je sais plus comment il s'appelle, etc. Vous avez, comment ça s'appelle, même dans le jeu Fort Boyard, ou je sais pas quoi, il y a un vieux sage dans une tour, etc. Je sais plus, comment il s'appelle, Perforas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'archétype du vieux sage et du savant... c'est lui qui l'a presque inventé avec cette sanguine, en fait. C'est cette sanguine, c'est ce dessin qui est pris comme base à chaque fois, en fait, en réalité. Mais en même temps, je crois que Léonard de Vinci était gay, si je ne m'abuse. Ça, je sais pas. Mais je crois que j'ai entendu ça. Et il s'est peut-être transposé en femme à ce moment-là. Peut-être qu'il s'est dit. Je sais pas. Ça, c'est. Enfin, Freud a beaucoup étudié ça et tout ça. Et moi, j'ai pas trop compris l'intérêt de cet outing de Vinci. Et surtout l'explication de ces fantasmes. Ça me paraît compliqué d'expliquer les fantasmes d'un mec qui est mort il y a 500 ans. Ah oui, mais ça, je vous confirme. C'est les trucs les plus intimes dans la tête des gens. Le type est mort il y a 500 ans, donc ça, je sais pas. Ce qui est dingue, c'est que quand vous avez fait ce bouquin là, est-ce que vous avez essayé d'approcher les conservateurs du musée, des spécialistes de la Joconde, etc., pour leur expliquer voilà ce que moi j'ai retenu. Quel rapport vous avez eu? Alors quand le livre est sorti, moi je l'ai envoyé au conservateur du Louvre, et le conservateur du Louvre m'a expliqué une chose. Ça s'est fait par mail, par échange de mail, il a reçu le livre, etc. Il m'a expliqué une chose, il m'a dit qu'il trouvait le livre très très bien, il n'y a pas de souci, mais en plus c'est factuel ce que vous dites, c'est-à-dire que vous juste vous regardez et puis vous détaillez. Voilà, mais c'est ça la limite, c'est qu'il m'a expliqué, et il a raison sur le coup, ça m'a fait un drôle d'effet, mais il a raison sur le fond. Il m'a expliqué que le rôle d'un musée, c'est de protéger les œuvres comme un coffre-fort et de les montrer au public dans les meilleures conditions. Après, il appartient pas à un musée de valider ou d'invalider une explication d'un tableau. C'est-à-dire que c'est la liberté de chacun de regarder les œuvres. Mais c'est le propre de l'art. C'est ça. Chacun le prend comme il veut le prendre. Absolument. Et en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est que le Louvre ne peut pas mettre un petit panneau à côté de la Joconde en disant voilà ce qu'il faut comprendre, etc. Chacun est libre. Et il a raison, en réalité. Ah mais bien sûr. Mais de toute façon, c'était pas le but de votre bouquin. Non. Vous vouliez pas qu'il y ait ce bouquin à côté de la Joconde pour expliquer ce qu'il y a. Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Le plus important, c'est de le vendre dans le bouquin. Donc voilà. C'est-à-dire, je serais content si les gens allaient voir la Joconde et se mettaient la main devant les yeux comme ça en basculant la main en disant il y a deux parties, droite et gauche. Voilà. En même temps, c'est vrai que c'est pas le but du musée, mais effectivement, ceux qui font des visites privées, etc., pourraient éventuellement avoir la même réflexion que vous. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup quand même de gens qui se posent cette question. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché, non? Il y a beaucoup qui ont réfléchi sur la Joconde. Il y a énormément de gens. Il y a des gens qui ont trouvé des choses qui sont réelles aussi. C'est-à-dire, si vous vous postez en face, quel que soit le point de la pièce où vous êtes, elle vous suit du regard. Et elle vous regarde pas dans les yeux, elle regarde un petit peu derrière vous, au-dessus de votre épaule. Et vous pouvez bouger, elle regarde toujours dans votre direction, mais pas dans les yeux. C'est un truc optique très subtil. Le peintre. Le mec était fort, quand même. Le mec était fort, très très fort. Parce que c'est pas de la photo, c'est de la peinture. Vous imaginez quand même. C'est quand même assez incroyable. Il faut connaître les réactions optiques, les phénomènes optiques et les réactions de l'humain face à un regard comme ça, de se dire, il sera suivi du regard, mais quand il essaiera de choper le regard, il n'y arrivera pas. C'est-à-dire que la personne regarde légèrement. Il faut être un peu tordu quand même au départ. Voilà. Alors, vous restez avec nous, Thierry Gallier. Dans un instant, on revient pour continuer ce voyage au cœur de la peinture. On n'a jamais abordé, en tout cas, le mystère via la peinture. C'est vrai que c'est le plus grand mystère de tous les temps concernant une œuvre d'art, en tout cas une peinture, celle de Léonard de Vinci, à qui l'on doit beaucoup de choses. Peut-être que s'il avait été encore vivant, on l'aurait invité tellement il a imaginé des choses avec lesquelles on joue aujourd'hui, notamment hélicoptère, des choses comme ça. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Vous restez donc avec nous, Léonard de Vinci, au cœur de la discussion, et surtout sa muse, en tout cas sa Joconde, avec Thierry Gallier, 500 ans après sa création, Isis, la Joconde révélée. C'est ce soir. Mon nom est Bob et je vous en dis toute la vérité. Thierry, donc on évoque cette Joconde, on continue ce voyage. Qu'est-ce qui vous a encore interpellé quand vous avez regardé ce tableau?
Alors, en fait, donc, vous avez partie main droite jeune, partie main gauche un petit peu plus âgée. Je cherchais en bas à gauche l'idée d'une femme, d'une mamie. Ouais. Et bon, j'ai cherché dans ce coin-là, et j'ai vu sur la gauche. Alors là, il va falloir basculer le tableau d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors attendez, parce que là, il faut que... Alors, chez vous, à mon avis, imprimez la photo. Oui, tournez l'écran. Voilà. Parce que il faut... Cassez pas les écrans. En plus, celle qu'on a mis sur la page Facebook, elle est coupée, juste sous la poitrine. Mais le tableau est bien plus grand, donc on n'a pas la... Non, quand tu l'ouvres, en fait, tu peux l'avoir en grand. Quand on clique dessus, on peut... cliquer dessus. Ah oui, d'accord, ok. Vous l'avez en face de vous, vous tournez un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord, comme et ça. vous avez... comme ça. Voilà, c'est ça. Sens inverse. Ah non, comme ça. D'accord, pardon. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai compris. Et vous avez en plein milieu du tableau un rocher qui est contourné par un chemin en forme de S. Ce rocher, si vous regardez bien, c'est la Joconde, c'est Mona Lisa assise sur un trône de profil. Ah oui. Avec le bras sur la coudoir, avec son visage et sur sa tête un châle en fait. C'est la même que celle qui pose de face. Ouais. C'est la même, mais de profil. C'est-à-dire, c'est comme si Léonard de Vinci s'était décalé sur le côté de son modèle et l'avait dessiné de profil, assis sur un trône. Vous voyez, il y a. Je vois. Ah ouais, je vois. Voilà, il y a le bras sur la coudoir. Elle se tient très très droite. Il y a son visage de profil qui est très simple, très simple. Alors j'ai vu le dessin, j'ai trouvé ça un peu trop simple ou stylisé, mais j'y suis revenu quand même parce que voilà. Et c'est en voyant cette femme assise sur un trône. Que j'ai dit, ça c'est Isis. Parce que alors, le mythe d'Isis et d'Osiris, je le connaissais pas plus que ça à ce moment-là. Mais donc du coup, vous êtes renseigné. Voilà, je me suis renseigné. Et effectivement, j'ai vu une femme donc sur un trône. C'est pas un siège, c'est un trône. C'est vraiment la taille d'un trône. C'est massif. Elle est sur un trône. Isis, grande déesse. Isis, grande déesse. Et donc je me suis renseigné sur ce qu'était le mythe d'Isis et d'Osiris. Et voilà, en voyant les épisodes de ce mythe, qui est un mythe assez simple, en fait, c'est une histoire assez simple. Je dis parce que j'ai du mal moi à retenir les noms des personnages, machin. Surtout s'il y en a un qui est pas à l'écran, je suis paumé direct. Si on parle de quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre. Et donc le mythe est très très simple. Et j'ai lu ce mythe, c'est-à-dire que le tableau par ce rocher-là avec cette femme de profil qui est la même que l'autre de face mais de profil, m'a amené au mythe d'Isis et d'Osiris. J'ai lu le mythe d'Isis et d'Osiris. J'avais le bouquin dans les mains un bouquin dans les mains qui expliquait ce mythe, et j'ai regardé le tableau, je me suis demandé si le tableau ne racontait pas les épisodes de ce mythe. Oh la vache. Le paysage, etc. D'accord. Le tableau m'amène au mythe, et du mythe, je me suis dit, je vais regarder dans le tableau s'il n'y a pas les éléments. Oui, en fait, c'est juste l'histoire du mythe, mais peinte, en fait, tout simplement. C'est ça, les épisodes, mais planqués dans le tableau, c'est-à-dire que... Mais il faut aller les chercher. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner le tableau de ce sens-là, déjà? Donc, c'est quand même hallucinant, parce que... Là, c'était comme je disais tout à l'heure, je cherchais en bas à gauche l'idée d'une mamie, et quand j'ai basculé le tableau, comme on vient de le faire d'un quart de tour, j'ai vu cette femme assise de profil. J'ai dit c'est un rocher, mais en même temps on voit bien une femme avec un bras sur la coudoir, avec la tête et le voile sur la tête. C'est hallucinant. Elle a le voile sur la tête, le voile qui traîne, voilà. Et j'aurais vu un petit personnage avec des petites ailes sur les talons. J'aurais pensé à Hermès, Mercure, machin. Là, c'est Isis, et Isis, c'est vraiment la déesse trône. C'est-à-dire que son symbole en hiéroglyphe, c'est un trône à 3 marches. Et c'est la déesse trône, c'est-à-dire que c'est une reine et elle est assise sur un trône. D'accord. Voilà. Et vous pouvez regarder qu'elle n'est pas sur un petit siège, elle n'est pas sur un strapontin de camping ou je sais pas quoi, elle est vraiment sur un trône. Est-ce qu'on a jamais eu l'explication de Léonard de Vinci? Il a jamais laissé des écrits pour dire voilà. En fait, déjà, est-ce que ça a été ce tableau, est-ce qu'il a provoqué autant d'engouement de son vivant? Oui, alors il a provoqué un truc hallucinant de son vivant. Alors lui, il restait évasif, c'est-à-dire quand on lui demandait qui était cette femme, notamment quand il était au Clos Lucère près d'Amboise et que le tableau était dans sa chambre, on lui demandait, il restait évasif, il répondait pas. Donc, mais ce tableau, il est étonnant parce qu'il y a une technique utilisée par Vinci qui s'appelle le sfumato, qui consiste à empiler des couches très très fines, jusqu'à 40-50 couches très très fines de pigments. C'est-à-dire c'est de l'huile. Il n'y a pas une trace de pinceau dans le tableau, faut savoir. Non.
Il n'y a pas une trace de pinceau. C'est-à-dire, on ne sait pas comment il a peint, on pense qu'il a peint avec ses doigts, mais il n'y a pas une trace de pinceau. Non. Ah oui, Parce que ça se fait beaucoup, les gens qui peignent avec les mains, mais là, pour avoir une telle justesse, une telle finesse. Il n'y a pas de trace de pinceau. Il n'y en a aucune qui ressort sur le. Et il n'y a pas de dessin non plus. C'est-à-dire qu'au Louvre, ils ont fait un rayon X du tableau. Alors, c'est pas une toile, hein, c'est un panneau de bois. Oui, c'est un bout de bois. Ouais, c'est un panneau de bois. C'est-à-dire quand je dis ça parce que quand on parle du vol de la Joconde, avec le type qui roule la toile. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'on a essayé de rouler le bois. Moi, j'y arrive pas. En fait, il se casse comme ça et ça marche pas. C'est mort. Le mec, il casse la. T'imagines le mec. Oh l'angoisse. T'imagines le mec, il vient avec un truc pour mettre la toile. Il n'y arrive pas. Il en fait des copeaux. Il casse un morceau, il dit ça se vendra quand même. Je ferai un puzzle. Voilà. Je ferai un puzzle. Je recopierai à la maison. Voilà. Je ferai du calque. Mais celui-ci, donc Vinci, il a fait des couches très très fines. Donc ça s'appelle le sfumato, c'est-à-dire que avant ce tableau-là, tous les tableaux, vous regardez Giotto, etc., tous les peintres, tous les tableaux, il y a un dessin pour délimiter la forme, comme un dessin, vous délimitez la forme. Mais c'est-à-dire qu'on fait, on fait un pré-dessin presque. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le dessin et vous avez l'extérieur et l'intérieur. Vous avez l'ombre, les ténèbres et la lumière. Et Vinci remarque, quand vous regardez des objets ou des choses, que vous passez jamais de l'ombre à la lumière directement. Il y a un dégradé qui modèle la forme. Même si c'est un tout petit dégradé, vous avez un dégradé. Et lui, en faisant a inventé cette technique du sfumato pour faire ce dégradé, c'est-à-dire arrondir les formes et passer de l'ombre à la lumière partout sans qu'il y ait une rupture nette. Ça passe toujours de l'ombre à la lumière par du dégradé. C'est la première fois dans l'histoire de l'art, donc dans l'histoire tout court, que quelqu'un arrive à faire ça. Ce qui fait que ce sfumato donne l'impression du vrai, même si maintenant on est habitué, c'est pas plus performant qu'un autre, mais lui a été le premier à le faire, et donne une vibration qui donne le sens du réel. Il faut imaginer ce que c'est pour les gens de la Renaissance, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge. La Renaissance, c'est vraiment la période de fin du Moyen-Âge, de voir un tableau aussi réaliste que celui-là. C'est la première fois. C'est-à-dire les gens sont en face d'un truc où c'est de l'hyper-réalisme, où ils comprennent pas que le tableau vibre, que le tableau soit réel et qu'on se dise attends, c'est un dessin, mais on dirait que c'est vrai. Non, mais on est presque face à une photo. C'est ça. C'est ça qui est. En tout cas, l'exactitude d'une photo, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que nous, on est blasés parce qu'on a l'habitude de voir des photos, d'en faire avec des téléphones portables et tout, mais les gens du Moyen-Âge n'ont jamais vu ça. Dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Et ça donne un charisme à celui qui le fait tout à fait particulier parce que seul Dieu s'est montré le vrai, la nature. Et pour la première fois, Vinci, c'est un type qui arrive à peindre le vrai comme ça. Et les gens sont en face d'un tableau où ils se disent ça se peut pas, quoi. On voit le tableau, il vibre, on la dirait vivante, etc. Ça donne au peintre un aspect quand même particulier, quoi. C'est pas Bien sûr. Alors vous parliez d'Isis, il y a quand même Gauthier qui était guide du Louvre, hein, c'est ce que vous Non, c'est Théophile Gauthier. J'ai pas mis le. Théophile Gauthier, parce que qui disait quand même Putain, j'ai pas mes lunettes. Je les ai perdues, donc allez-y. Si vous pouviez lire le truc, parce que c'est juste. C'est Théophile Gauthier qui passant au Louvre et voyant la Joconde, signe le livre d'or et il laisse. Alors je l'ai coupé moi parce que quatrième de couverture a pas beaucoup de place, donc j'ai mis l'essentiel. Mais il met une phrase en disant: ne dirait-on pas que la Joconde est l'Isis d'une religion cryptique qui entrouvre les plis de son voile. Voilà. Et c'est vrai que cette citation-là, elle m'est restée en tête tout le temps où j'y réfléchis. En plus d'avoir vu cette femme sur son trône là, comme on vient de le voir. Cette phrase m'est restée en tête et effectivement, je pense que c'est bien la représentation d'Isis. On continue à parler de cette Joconde jusqu'à minuit. Alors voilà, ce bouquin est assez incroyable parce que tout est détail et quand on commence à regarder tout en détail, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de choses. Alors, on parle avec vous, Thierry Gallier, de cette Joconde. C'est le regard quand même qui passionne le plus, parce que comme vous le disiez, on a toujours la sensation qu'elle nous regarde. C'est comme si elle était vivante, quoi. Et là, on a du mal à comprendre comment il l'a fait aussi. Hein. Oui, c'est étonnant parce que c'est un résumé. Ce tableau-là, il est aussi un résumé de toute la connaissance de Vinci, parce que c'est un génie universel, universel dans le sens où il a abordé tous les domaines du savoir et il a brillé partout. Ce qui est aussi exceptionnel parce par exemple, Einstein, il a brillé dans la physique, les mathématiques, Mozart dans la musique, mais Vinci, il a brillé partout et tout ce qu'il a touché, il a été excellent. Il a révolutionné même des tout petites choses auxquelles on pense même pas, mais il a été révolutionnaire.
Et là, en l'occurrence, c'est une bonne synthèse de ses connaissances optiques, puisque le regard vous suit, puisque le sourire est quand même troublant, puisqu'il faut connaître aussi de l'anatomie pour faire cette femme, même le vieillissement qui est à gauche, léger par rapport au visage de droite. C'est surtout avec le doigt, si jamais il l'a fait avec le doigt. Imaginez le truc. Déjà, moi, tu me files des pinceaux, je suis incapable de faire ça. Pourquoi on m'appelle souvent le Léonard de Vinci quand même? Ah non, non. On voit mieux maintenant. Le maestro. Le maestro. Non, c'est ça qui est incroyable, cette perfection. Et en plus, ce qui est dingue, c'est la perfection dans quelque chose qui peut pas être réel. Comme vous le disiez, on peut pas s'asseoir comme ça, on peut pas avoir deux visages, ou alors il faut avoir une paralysie. On se dit peut-être, mais peut-être que s'il faut, le modèle avait une paralysie du visage. Alors, on peut imaginer ça. Il y a un chercheur, un scientifique américain. Alors ça m'a fait un drôle d'effet parce que c'est un scientifique canadien qui est expert de la police. Et donc, comme on voit dans les experts, etc. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui va étudier soit des squelettes, soit des cadavres, etc. Et déduire des maladies. D'accord. Et il a étudié la Joconde, il a trouvé 1 milliard de maladies. Ah, carrément. Ouais, ça, c'est la cour des miracles. Elle était au bout du rouleau, la Joconde. Hein, donc... Elle a un petit bouton ici sur l'arête du nez, côté main droite. Il en a déduit qu'elle avait, je sais plus quoi, cholestérol ou un machin comme ça. Et en fait, ça m'a étonné que cette personne qui est expert n'ait pas capté le truc dans le visage. Et la posture improbable. Mais c'est vrai que c'est bien fait. C'est vrai que c'est très très bien fait. Mais l'expert a trouvé qu'il y avait des choses chez elle qui étaient très bizarres, qui relevaient certainement des maladies. Par exemple, il a écrit qu'elle ne peut pas avoir de dents. Quand vous regardez les lèvres, elles sont trop reculées. Elles sont trop pincées, peut-être. Voilà, ça sous-entend qu'elle n'aurait pas de dents, etc. Donc il a fait une analyse, mais vraiment médicale. En même temps, le scorbut à l'époque traînait, hein, donc peut-être qu'elle n'avait pas de dents. Donc, c'est voilà. peut-être pour ça qu'elle n'ose pas sourire. Beaucoup de gens. C'était la misère. Un coup de polydent et tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, quand on regarde? Parce que moi, je le prends. Bon, si vous me dites pas, en fait, de regarder, on le voit pas, donc tout cela. Alors, en fait, donc là, on était en voir l'épisode. Alors, il faut voir dans le livre, j'ai fait des zooms et des agrandissements sur des détails des parties du tableau. La manière dont Vinci a intégré ces figures qui sont dans le tableau, il est parti d'un constat qu'on peut faire dans la nature, puisque Vinci s'inspire toujours de la nature pour tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, il écrit un moment dans ses codex, c'est-à-dire ses carnets, il écrit « Va prendre tes leçons dans la nature », et il écrit « La nature, tout est là ». Et il voit dans la nature un phénomène simple qui est la nature anthropomorphe, c'est-à-dire quand vous voyez des taches sur des murs ou dans des nuages ou des trucs comme ça, vous voyez des figures qui semblent être faites exprès. Bien sûr, vous dites voilà. Ça c'est le visage d'un homme, ça c'est un tigre, ça c'est machin. On voit des représentations. Absolument. Et Vinci travaille comme ça, c'est-à-dire qu'il décrit, si vous permettez, je le lise, c'est un tout petit truc. Bien sûr. Il décrit ceci dans son traité de la peinture, donc dans ses codex, il a fait un traité à l'usage des peintres. Il dit tu. Alors on ne sait pas s'il se parle à lui-même ou s'il parle. Il est Jones, quoi. Voilà. Il se tutoie. Ouais, c'est ça. Il se parle à lui, des fois il se dispute, tout ça. Et donc là il marque si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches ou faits de pierres multicolores, avec l'idée d'imaginer quelques scènes, tu y trouveras l'analogie de paysages au décor de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, larges vallées et collines de toutes sortes. Tu pourras y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs et d'étranges visages et costumes et une infinité de choses que tu pourras ramener à une forme nette et complétée. J'ai pu voir dans les nuages et les murs des tâches qui m'ont stimulé à de belles inventions de différents sujets. C'est-à-dire qu'il comprend que dans la nature, quand il y a une tâche qui est faite sur un mur ou un machin, un truc, cette forme-là, si lui arrive à générer une tâche, en la complétant, il a une figure parfaite, juste en la complétant. C'est ce qu'il explique quand il dit ramener une forme nette et compléter. En la complétant comme peintre, il complète la forme qui est quasi faite. Elle passe inaperçue parce que 99% du travail était déjà fait, la forme était déjà là, il suffisait de la compléter. Et c'est comme ça qu'il a fait la Joconde, en fait. C'est-à-dire qu'il a exploité des tâches pour cacher des figures à l'intérieur en regardant. Voilà. Est-ce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si ce bout de bois sur lequel il a fait la Joconde était déjà pas peint avant? Parce que beaucoup de peintres
peignent et repeignent sur des... D'ailleurs, on voit apparaître des chefs-d'œuvre parfois sous une croûte. Il y a une croûte, il y a un mec qui savait pas, il a pris un truc et en fait, on s'aperçoit que derrière cette croûte, il y a un chef-d'œuvre. Est-ce qu'on sait, parce que vu que le paysage derrière est pas à la bonne hauteur par rapport à celui qui est à gauche du tableau, quand on regarde le tableau par rapport à celui de droite, est-ce qu'on peut imaginer que finalement, il a fait plein d'essais sur ce bout de bois et puis finalement, il s'est dit, tiens, je vais jeter cette femme-là sur le tableau. Alors, il y a dessous, il y a pas de, ils l'ont passé, au Louvre, ils l'ont passé au rayon X. D'accord, il y a rien d'autre. Il y a aucun dessin. D'accord. Aucun dessin. D'accord. Alors que c'est très très structuré, c'est très composé, etc. Il y a des gens qui ont... C'est d'autant plus troublant s'il n'y a aucun dessin. Donc... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une construction géométrique, mais il n'y a pas de dessin en dessous. Et je pense que, enfin ça c'est juste mon opinion, mais je pense que ça s'explique par la technique du sfumato, qui est justement des couches de lavis très très fines, qui n'auraient pas réussi à recouvrir le tracé. C'est assez trop fin. C'est comme si vous faisiez, comme quand vous faites un dessin préparatoire sous de l'aquarelle, vous n'arriverez pas à recouvrir. Sous de l'huile, vous recouvrez le dessin préparatoire, mais de l'aquarelle, c'est trop translucide, le dessin reste. Je pense que c'est pour ça. Mais il y a une construction quand même géométrique assez poussée dans la Joconde. Et voilà. Alors on va continuer à essayer de découvrir ce que vous avez vu dans ce tableau. Je vous signale qu'il faut aller au musée. On apprend beaucoup de choses. Si vous avez moins de 18 ans, c'est gratuit en plus. Donc voilà, c'est très... on y voit des choses assez incroyables et insoupçonnées quand on est jeune, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses au travers les musées. D'ailleurs, c'est le truc que je fais en premier quand j'arrive dans une ville. Moi, je fais les musées pour voir, c'est toujours assez intéressant. Et quel que soit, on y voit la culture, on y voit tout cela. En fonction des musées qu'il y a dans une ville, on découvre très vite la culture d'un pays. C'est assez incroyable. Le Louvre est magnifique. Le Prado, je vous invite à aller à Madrid. Alors, c'est juste assez incroyable. Restez donc avec nous. De la Joconde, le secret enfin révélé. Cette Joconde qui fait beaucoup parler. Et on essaie de comprendre ce tableau. On a vu déjà beaucoup de choses, Thierry. On a parlé du regard, on a parlé de la représentation finalement du tableau à l'envers. Quand on tourne le tableau à l'inverse des aiguilles d'une montre, qu'est-ce qu'on voit d'autre en fait? Alors, il y a un truc tout à fait étonnant dans la Joconde. Et faut que j'explique avant le mythe, parce que sinon, d'une part, on peut pas le voir, ou on peut pas le comprendre comme ça, et ça risque de choquer les gens. Le mythe d'Isis, en fait. Voilà, le mythe d'Isis. Dans la mythologie égyptienne, donc Isis est mariée avec Osiris. Osiris est en même temps son frère, parce que les Égyptiens, enfin les rois et reines égyptiennes se mariaient entre frères et sœurs. C'était pour le sang. C'est pour garder le sang, pour garder la pureté du sang, etc. Donc ils se mariaient entre frères et sœurs. Donc Isis est mariée à Osiris. Le beau-frère, qui s'appelle Seth, S-E-T-H, qui est en même temps leur frère, aux deux. Puisque, voilà, oui, mais fatalement. Ton beau-frère, c'est ton frère. Très bizarre quand même. Très. Et le beau-frère qui s'appelle Seth, donc S-E-T-H, est jaloux de leur union. Il crée un stratagème, c'est-à-dire qu'il fait un banquet, il donne un banquet, il invite Osiris et il fait fabriquer un coffre somptueux dans du bois précieux, etc. Et il dit, celui qui arrive à entrer dans ce coffre, je lui offre le coffre. Osiris, c'est un géant, c'est un géant dans la mythologie, et donc il rentre. Et il est parfaitement adapté au coffre. C'est normal puisque c'était un piège, c'était fait pour lui. Seth referme le coffre, aidé par ses 72 complices qui sont les 72 demi-dieux du décan. Et il se trouve qu'il y a le chiffre 72 qui est écrit sur un des piliers du pont. Alors là, faut le voir vraiment. À la loupe. C'est vu au microscope. C'est un chercheur italien qui a trouvé ça. Là, on le verra pas sur le truc. C'est vraiment. Mais c'est écrit 72 sur le pont qui est à droite en fait. Voilà, quand vous regardez le tableau, il y a un petit pont. Il n'y a pas de rivière d'ailleurs. C'est marrant. Et là, il y a un chercheur italien qui a zoomé avec un microscope, qui a trouvé le chiffre 72. Et bon, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, lui a une explication différente. Moi, je pense que c'est l'idée des 72 demi-dieux du décan. Donc, il referme le coffre. Il jette le coffre dans le Nil. Le Nil dérive, le coffre dérive jusqu'à Byblos. Et Isis part sur une petite barque en papyrus à la recherche du corps de son mari. Entre-temps, le corps a été découpé en 14 morceaux. Isis retrouve 13 des 14 morceaux du corps de son mari et elle ne retrouve pas le 14e qui est le phallus. Parce que ce morceau a été mangé par les poissons du Nil. Ne trouvant pas ce morceau, elle ressuscite son mari. Alors ça, on le voit aussi dans la Joconde, de la femme qu'on voyait tout à l'heure de côté. Elle ressuscite son mari, elle fabrique un phallus en argile, et de ce phallus, elle s'en sert pour se retrouver enceinte, et elle a un fils qui s'appelle
Horus, Ok. et ce fils va venger son père en attaquant Seth. Ce phallus en argile, on le voit sur la Joconde. Alors c'est pour ça que je préfère expliquer avant, parce que si vous dites comme ça direct, il y a un phallus sur la Joconde, les gens vont pas comprendre. C'est quand même le Louvre, tout ça. Les mecs vont dire la salope. C'est un peu ça. C'est non, pas au Louvre quand même. Si, au Louvre. Si. D'accord. Et en fait, là où on a vu, là on remet le tableau droit. Droit, d'accord, bien sûr. Voilà. Il est face à vous, le tableau. Si vous êtes sur Internet, si vous avez accès à l'image de la Joconde et au Facebook, vous regardez donc de face le tableau. Voilà, de face comme elle est affichée au Louvre, et vous regardez son épaule main gauche. Voilà. C'est-à-dire qu'on a vu ce rocher qui est contourné par un chemin en forme de S, et dans la boucle en bas du S, vous voyez une forme qui est un phallus. D'accord. C'est-à-dire un sexe... Un sexe de mâle, de masculin. Voilà. Alors, un 32 cm, classique. Classique, de norme. Et ça, on peut pas le comprendre comme tel si on n'a pas la mythologie. La mythologie, ça, on peut pas l'interpréter comme ça, mais dans le récit, c'est cohérent. Parce que, et en plus, il arrive, ce phallus entre guillemets, arrive à l'endroit précis où il doit être. C'est-à-dire que là où on voit Isis avant sur son trône, vous pouvez remarquer, comme on l'a vu tout à l'heure, on a basculé le tableau, que le torse est bombé, en fait, trop bombé, et la tête est ronde. Je parle là du rocher qu'on a vu tout à l'heure, où elle est de profil. Le torse est trop bombé, comme ça, et la tête est ronde, parce qu'elle est en train de souffler sur ce qui est en face d'elle. Elle est en train de ressusciter son mari. Et le phallus arrive juste après, dans l'ordre chronologique des épisodes. Ça correspond à ce que vous disiez, c'est-à-dire que finalement ce tableau est la mise en image de la mythologie, donc en fait c'est un épisode complet, c'est-à-dire qu'elle souffle, elle fait ressusciter son mari, et il y a le phallus qui va lui permettre d'avoir un enfant. Absolument. Et c'est quand même assez dingue. Voilà. Et le mec était quand même assez torturé quand même. Hein, mais à la fois brillant parce que il faut l'imaginer tout ça quand même. Hein, donc et il faut le prévoir. Et encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de trace de pinceau sur le tableau. Donc c'est au doigt sûrement que ça a été fait. C'est ça. Alors après, peut-être qu'il avait une technique, je sais pas, avec du coton ou un truc. Mais il y a zéro trace. Il y a aucune trace. On a des gens qui ont réussi avec le temps à faire des tableaux aussi parfaits sans pinceau. Oui, quand même, dans le monde, on a réussi. Aussi parfait, je pense pas, non. Aussi parfait, je pense pas. Et le problème, c'est que cette technique de superposer des dizaines de couches fait que ce tableau, fondamentalement, est impossible à recopier. C'est-à-dire qu'il y a trop de boulot, il n'y a pas un coup de pinceau à un endroit où on va essayer de refaire ce coup de pinceau à la perfection, comme font des copistes. Là, c'est impossible, c'est trop complexe. C'est trop compliqué, il y a trop de couches, il y a trop de lavis. On ne sait pas exactement, même au Louvre, ils savent pas exactement comment il a fait, c'est impossible. C'est bizarre, hein, parce que souvent je vous dis dans les musées, c'est souvent des faux qu'il y a quand même. Ah oui. C'est des copies quand même. Ah oui, bien sûr. Mais je pense que c'est plutôt. Déjà que j'allais pas. Attention, chez les copistes, il y a des artistes, il y a des gens qui font des choses. Ce sont des artistes magnifiques, parce qu'il faut le refaire le tableau. Mais celui-ci est impossible à refaire. La technique est trop complexe, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a trop de couches, etc. C'est impossible de refaire. On peut faire une photo et maquiller une photo en tableau, ça c'est faisable. Une photo parfaite. Pour faire un faux, mais le recopier à la perfection, c'est trop compliqué. C'est trop complexe. Et ce qui est amusant, c'est que la nature, donc ce phénomène des tâches exploitées, a inspiré Vinci comme tout ce qu'a inspiré Vinci. C'est-à-dire que là, ça passe tout seul. Ça passe dans le décor parce que c'est une forme qu'il a exploitée d'une autre manière. Et tout est fait comme ça. C'est-à-dire que Vinci, c'est la bio-inspiration. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu inventer, il a regardé la nature. Et regardant la nature, il a vu qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles en imitant la nature. Par exemple, voler. Il s'est dit c'est possible. Bien sûr. Les oiseaux en sont une preuve. On peut s'appuyer sur le vent, etc. Donc c'est possible. Les oiseaux le montrent. Ce qu'il faut faire, c'est analyser, donc disséquer un oiseau, voir comment c'est fait et le reproduire. Bien sûr. Voilà. Et pour tout ce qu'il a fait, il s'est inspiré de la nature. Et ce qui est pas con du tout. Ce qui est pas con du tout. Et en fait, temps, Cousteau, voilà, le fait qu'ils nous mettent quand même un truc dans la bouche et tout d'un coup fait de nos poumons, il s'est dit les poissons comment ils arrivent à faire, on va
faire la même chose. Donc et Vinci l'a fait ça. Il a fait un genre de scaphandre pour aller sous l'eau. Et c'est la bio-inspiration qui est toujours valable aujourd'hui. C'est-à-dire si vous voulez faire une combinaison aérodynamique qui aille dans l'eau, vous allez prendre un requin, voir comment sa peau est faite au microscope et vous inspirer de ça, de la nature pour recréer quelque chose. Et c'est en ça que c'est important parce que Isis, on pourrait se demander pourquoi Isis en fait. Quel intérêt d'aller chercher une déesse égyptienne. La déesse Isis, et je le marque à un moment dans le livre, la déesse Isis, il était écrit donc sur la tombe supposée d'Isis près de Memphis, Memphis Égypte, pas Tennessee, voilà. Sur la tombe supposée d'Isis près de Memphis, une statue recouverte d'un voile noir était érigée avec cette inscription gravée sur le socle. Là, c'est Isis qui parle. Je suis tout ce qui fut, ce qui est, ce qui sera, et aucun mortel n'a encore osé soulever mon voile. C'est-à-dire que Isis, c'est la déesse de la nature, c'est-à-dire celle qui a tout créé. Je suis tout, j'ai tout créé, etc. Machin, c'est ça la mythologie. Et aucun mortel n'a osé soulever mon voile. C'est-à-dire personne n'a osé venir voir comment c'est fait la nature. C'est ça, soulever le voile d'Isis. Et c'est exactement le défi qui résume tout le travail de Vinci. C'est-à-dire aller voir la nature, voir comment c'est fait et le reproduire. C'est en ça qu'il a du génie et qu'il écrit la nature, tout est là, va prendre tes leçons dans la nature. Et pour tout ce qu'il a fait, il s'est inspiré de la nature. Et des fois, jusqu'à faire des erreurs. Par exemple, pour voler, il s'est trompé. C'est-à-dire qu'en imitant la nature, il a essayé de faire des trucs où on battait des bras pour voler. Or, on a réussi à voler justement sans le mouvement, c'est-à-dire avec la portée de l'air et sans le mouvement des ailes. Voilà, c'est la propulsion, mais il n'y a pas le mouvement. On voit qu'il s'est trompé parce qu'il a essayé de faire la nature en disant faut qu'on arrive à battre des ailes pour pouvoir voler. Il avait compris la portance en fait des ailes, mais il fallait absolument pour s'élancer, en tout cas au moins battre des ailes, alors qu'aujourd'hui les avions heureusement battent pas d'ailes. C'est ça. Mais bon, en même temps, pour l'excuser, je dirais entre guillemets, à son époque, il n'y avait pas les systèmes de propulsion et puis il avait aucune référence. Il n'avait rien, juste la nature comme référence, donc c'est hallucinant. Mais là, il décrit la nature, tout est là, et ce défi d'Isis, en disant j'ai créé toute cette merveille, et il y a un défi, personne n'a osé venir voir comment c'est fait, lui il l'a fait. Il a disséqué des corps, des cadavres, il a disséqué des cadavres pour voir comment c'était fait, de ce qu'il a vu, il en a fait des robots. C'est hallucinant, c'est la fin du Moyen-Âge. Il fait des robots, en fait il recopie les mécanismes de bras, des machins, des trucs, et il les refait en mécanique, il fait des robots. Alors 23h46 ce soir, c'est Ado, et une fois n'est pas coutume, nous disséquons un tableau, pas n'importe lequel, celui de la Joconde. Il était une fois un homme qui disait toute la vérité. Bob est sur Ado. Voilà bien une femme, peut-être est-ce la seule au monde à avoir fait autant parler et à avoir fait autant courir les hommes. Dites-moi, il y a d'autres choses que l'on voit également dans ce tableau, Thierry. Il y a une barque également, que vous voyez une barque en fait côté droit en fait quand on regarde le tableau à droite, quand on regarde notre vision, champ de vision, c'est ça. Voilà, c'est ça. En bas, donc côté main droite, votre main droite quand vous regardez le tableau, côté main droite, tout en bas sur je dirais un peu en dessous de la moitié du côté droit, vous avez une barque sur le côté. Alors c'est pareil, c'est un élément qui est là, on se demande pourquoi une barque, et cette barque, c'est la barque qui attend Isis, qui va aller dans les marais, au-dessus de son mari, pour retrouver les morceaux disparus de son mari. D'accord. Là encore une fois, zoomer, essayer de regarder un maximum, parce qu'il faut vraiment y aller. Il faut aller chercher. Alors dans le livre, j'ai fait des zooms, j'ai isolé des éléments, etc. Et je les ai redessinés à côté, c'est-à-dire je les ai isolés et redessinés. J'ai rien modifié au tableau, ce serait pas du jeu comme on dit. Mais j'ai refait le dessin à côté pour bien expliquer. C'est visuel, donc ça, on parle d'un tableau, il faut que le truc soit visuel. Et bien sûr. Non, mais c'est ça qui est fantastique dans le bouquin, c'est que finalement tout est disséqué, mais en fait ça pourrait être montré aux enfants, c'est-à-dire regardez ça veut dire ça veut dire ça, et c'est quand même hallucinant. Il y a Thierry sur la page Facebook qui a mis un agrandissement d'ailleurs. Il a mis un zoom du côté droit justement du tableau où on voit le pont et la barque au niveau de l'épaule de la Joconde. C'est quand même, et c'est vrai que là quand tu regardes le truc, jamais tu vois ça. C'est-à-dire que de prime abord comme ça, en plus son visage à la Joconde est tellement incroyable que tu vois qu'elle. C'est-à-dire que charismatiquement parlant, c'est rare quand même d'avoir autant de puissance quand même. C'est-à-dire que le regard est très gênant, c'est qu'à un moment quand vous étudiez le tableau,
Là, elle me regarde. Oui. C'est quand même hallucinant. Je me tire. Je vais de l'autre côté. Elle me regarde aussi. Voilà. C'est bizarre quand même, madame. Donc on a fait le tour. Et quand vous l'étudiez, vous êtes obligé de le masquer le regard à un moment parce qu'il est trop, magnétique, il est trop présent. Vous y revenez systématiquement, je sais pas pourquoi. Et quand vous voulez étudier un truc dans le secteur, par exemple le sourire, vous êtes obligé de masquer le regard parce qu'il est trop obsédant. Il vous prend le truc. Quoi. Voilà, donc, trop magnétique. Ouais. Et voilà, c'est assez étonnant. Alors, autre chose aussi assez marquant, c'est la gueule d'un crocodile, vous voyez. Oui, dans les marais. Alors ça, j'invite vraiment les gens à regarder dans le montage photo, la sélection. C'est quoi? C'est en fait dans le bouquin. Là, finalement, alors c'est assez intéressant parce que là, il y a deux images dans ce que vous me dites. Il y a le phallus. Mais finalement, ce phallus qui, avec ce qu'il y a au-dessus, forme une gueule en fait. C'est ça, c'est la terminaison de la tête du crocodile qui passe en fait d'une manière transversale derrière cette Mona Lisa, cette femme. C'est-à-dire que l'ensemble fait une forme de crocodile. Ouais. Et en fait, ce truc-là, c'est impossible de le faire à main levée. Il faut une maquette. Moi, j'ai vu au Louvre la Joconde du Prado quand elle était exposée. Ouais. La Joconde du Prado, c'est celle qui est exposée au Prado depuis X temps avec un fond noir, limite au goudron. Ouais. Et puis à un moment, les conservateurs se sont dit, on va effacer le fond noir, ce noir qui a été mis pour voir ce qu'il y a derrière. Ils enlèvent le fond, ils se rendent compte que c'est le même fond pratiquement que la Joconde. Ouais. Mais c'est une copie en fait qui est de la Joconde qui est par endroits parfaite dans des proportions, mais par endroits complètement fantaisiste. Et je pense, c'est ce que j'écris dans le bouquin, que cette Joconde du Prado, c'est une maquette. Ouais. C'est-à-dire que Vinci a besoin d'une maquette pour placer les grandes formes. Regardant cette maquette, donc la Joconde du Prado, à mon avis, il voit à quel endroit il va pouvoir intégrer, par exemple, un crocodile, un phallus, une femme sur un, etc. Et après, il peut faire son tableau et intégrer des éléments qui sont parfaitement intégrés, puisque, comme il le dit, le hasard a fait 90% du boulot. Il reste plus qu'à modifier, à ramener ça à une forme, et c'est bon, ça passe tout seul et on y voit que du feu. Et je pense qu'il y a cette maquette. Et après, c'est un jeu à l'infini, c'est-à-dire que lui, il peut trouver à chaque fois en tournant le truc. C'est pour ça qu'il y est revenu pendant des années et des années. C'est que vous pouvez rajouter des formes à chaque fois, vous pouvez retoucher et retrouver des formes à chaque fois. Mais moi, j'adore l'idée finalement d'être l'histoire du mythe d'Isis et d'Osiris raconté dans ce tableau. C'est-à-dire qu'il y a deux histoires dans l'histoire. C'est-à-dire que déjà, ce tableau est assez incroyable par lui-même, c'est une histoire. Et Vinci, à l'intérieur de cette histoire, en plus, il est super malin. C'est-à-dire qu'il nous met une nana qui nous obsède et qui nous dit, maintenant démerdez-vous, allez voir ce qu'il y a derrière. Quoi. En fait, c'est le jeu du génie. C'est le jeu du génie. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de raconter une histoire dans une image fixe, c'est quand même d'amener l'idée du temps, la chronologie. Ce qui est pas difficile pour un romancier, par exemple, qui va écrire 15 volumes. Un réalisateur de film, il y a de plus en plus de films qui dépassent les 3 heures, 4 heures, machin. Il y a des trucs très très longs. En bande dessinée, vous avez des cases et tout. Mais réussir à mettre tous les épisodes d'un mythe dans une image unique. Il fait combien d'auteur ce tableau? Il est petit. Il est pas très grand. Il doit faire 70, je crois, centimètres de haut, quelque chose comme ça. Mais c'est très étonnant quand vous arrivez en face au Louvre parce qu'il est très très petit. Il y a un genre bien sûr. Il y a un genre de déception. Ah oui, complètement. Et donc 70 cm de haut, il met tout ça. Oui, c'est ça. Toute cette histoire. Le visage et toute cette histoire derrière. C'est ça. Et quand vous le regardez dans le sens normal. Vous voyez pas. C'est-à-dire que c'est une femme devant un paysage apocalyptique, un peu vide, désert, pas de présence. Le mec, il invente en fait la BD, il invente le cinéma, il invente la série télé. C'est ça. Tout ça non, mais c'est vrai. Dans une image fixe, il fait bouger tout cela. Autre truc assez incroyable, sur le côté, une main apparaît aussi. Alors là, c'est là. Expliquez-nous. Vous dites sur le côté, une main apparaît, les doigts tiennent un petit morceau et le remettent en place. Voilà. Alors ça, je vais essayer de l'expliquer le plus précisément. Donc vous avez le paysage main droite. Et face à vous, vous avez le tableau paysage main droite. Voilà. Vous avez un pont qui enjambe un cours d'eau. Alors on ne sait pas s'il y a de l'eau ou pas. Il a l'air asséché. Voilà. Quoi qu'il en soit, juste devant, il y a la barque là dont on parlait tout à l'heure. Et au bout de ce pont, tout au bout, vous avez un rocher. Et quand vous regardez bien ce rocher, c'est une main. En fait, il y a un pouce et des doigts, et dont le pouce et l'index tiennent un petit morceau. Il est en train de remettre un petit morceau.
Je vois pas là. Ouais. Alors attends, il faudrait que je le montre. Alors pour les gens qui nous écoutent. Non mais c'est bien parce que ça va vous autoriser à chercher. Faites voir, montrez-moi sur votre grand bouquin parce que vous avez un grand bouquin. Alors peut-être que vous voulez regarder Thierry, n'hésitez pas, vous allez en streaming sur la page Ado FM. Voilà, vous avez sur le site. En tout cas, vous avez. 15 Ado. L'ancienne. Tu te moques de moi. Où est-ce qu'il est ce truc? Alors montrez-moi donc la main. Alors montrez-moi, allez-y. Donc au bout du pont, vous avez ce pont qui enjambe. Ouais. Et vous avez ici, donc le pont fait à peu près comme ça. Et au bout, vous avez un pouce, hop, comme ça, une main qui remet un petit morceau ici. Ah oui. Et qui remet un petit morceau. Et en fait, il est là. Alors ça passe bien. Enfin, c'est un rocher, mais quand vous regardez bien, vous avez le pouce et vous voyez l'ongle sur le pouce, les doigts. Qui remet un petit morceau et qui est en train de recomposer le corps. Alors, là aussi, ce que j'ai dans mon bouquin, c'est que vous reconstituez le truc pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que quand on regarde, tout est grossi, c'est comme si c'était loupé, etc. Voilà. On voit bien, on voit tout cela. Donc, et là, ça illustre quoi en fait ça? En fait, ça illustre le corps découpé d'Osiris en 14 morceaux, qui est reconstitué. C'est les morceaux qui sont reconstitués en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, il y a un truc étonnant quand même chez Vinci qui est quand même parce que le côté égyptien, moi je pense, enfin c'est ma conclusion de penser que Isis c'est la déesse de la nature et que ça intéresse Vinci parce que c'est la bio-inspiration, donc c'est voilà, et puis ce défi, personne n'a osé soulever mon voile, et lui c'est sa vie, c'est un résumé de sa vie, il est allé voir comment c'était fait, etc. Mais il y a un truc, c'est que il y a des chercheurs qui ont trouvé dans la Joconde, dans la peinture, en la passant en rayon X, etc., des empreintes digitales, des morceaux d'empreintes. Morceaux d'empreintes laissés forcément par le peintre, puisque celui qui touche la peinture et qui laisse son empreinte, c'est quelqu'un très proche du tableau, le peintre. Ils ont reconstitué une empreinte complète. Et dans cette empreinte, il y a des diramations, c'est-à-dire les bifurcations dans les empreintes digitales, typiques des gens d'Afrique, ou du Maghreb, ou du Proche-Orient. Ils en ont déduit, connaissant le père de Léonard de Vinci, qui est un Italien, qui s'appelle Ser Piero de Vinci, qui était un notaire assez prestigieux d'ailleurs, son père, connaissant bien le côté paternel. Vinci, c'est un enfant illégitime, et on connaît pas bien sa mère, qui s'appelle Katrina, qui était une paysanne, on sait pas trop. Ils en ont déduit qu'elle avait, des origines africaines, orientales, etc. Et ils sont même allés jusqu'à penser que c'était une esclave qui avait été achetée sur un marché, comme ça se faisait encore à l'époque, qui travaillait, qui a eu une aventure avec le père de Léonard de Vinci. Et donc, du coup, il en a récupéré une filiation. C'est-à-dire que lui avait des origines orientales. Mais Vinci, c'était quelqu'un d'étonnant. Il y a un biographe qui s'appelle Vasari, qui est le plus contemporain, qui est le premier historien de l'art de tous les temps. C'est-à-dire c'est le premier qui a écrit sur les artistes, etc. Et il est très contemporain de Vinci. C'est-à-dire qu'il a croisé, au niveau des dates, Vinci, il est arrivé aux 10 dernières années de la vie de Vinci. Donc, quand il écrit sur Vinci, il est très très contemporain de Vinci. Il en parle comme d'un individu absolument extraordinaire. C'est-à-dire quelqu'un de surhumain. Mais quand on voit tout ce qu'il a inventé, créé, en tout cas imaginé, parce qu'il les a pas inventés, il les a imaginés. C'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on se dit, mais où est-ce qu'il est allé? Il était initié, habité. On a la sensation qu'il a été contacté presque. Alors, je sais pas si. Logiquement, je dirais que Vinci a dû puisqu'il a travaillé dans tous les domaines du savoir, il a dû se rapprocher des plus beaux esprits de son époque. C'est-à-dire on peut pas inventer la médecine tout seul, on peut pas inventer l'optique et tout ça. Et à la limite, ça a pas de sens. C'est-à-dire, vaut mieux se rapprocher d'un médecin. C'est le principe des études de médecine. On vous dit en 7 ans, vous allez apprendre tout ce qui a été découvert, etc. Donc, vaut mieux se rapprocher plutôt que d'essayer de réinventer le truc. Il a dû se rapprocher des gens et intégrer tout leur savoir et travailler avec eux pour pousser le truc encore plus loin, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il suffit que vous parliez avec un neurochirurgien 2 minutes, au bout de 2 minutes, moi je dis non stop, ça y est, je comprends. Ah non mais moi c'est bien sûr. Je reçois de temps en temps ici, je reçois des médecins, je leur dis il faut vulgariser parce que sinon on comprend rien, on est vite très très con, on se dit j'ai pas passé d'études. C'est ça, 2 minutes, j'ai compté large parce qu'en fait au bout de 10 secondes, le premier mot en latin c'est. Et en plus ils se prennent pour Dieu, donc en plus. Et donc je pense qu'il il voulait faire une encyclopédie de tout le savoir. Il voulait travailler dans tous les domaines. Il s'est rapproché des gens les plus brillants, mais
il vivait à une époque d'inquisition, c'est-à-dire un tribunal du dogme pour voir si on était conforme au dogme. Il a risqué le bûcher plusieurs fois. Pour ses travaux, par exemple, disséquer des cadavres, il se serait fait choper, il était mort. Bien sûr, directement. Donc il a dû le faire en secret. Et je pense, pour moi, c'est logique qu'il a dû créer un genre de confrérie. Une société secrète. Une société secrète, c'est obligatoire. Enfin, c'est impossible autrement. Il peut pas travailler tout ça. C'est-à-dire ce qu'on appelle Léonard de Vinci, c'est une personne réelle. Non, mais il a mutualisé finalement le savoir de plein de gens et sous le nom Léonard de Vinci. C'est ça. Il est comme un super ingénieur qui a l'arme absolue qui est le dessin à l'époque, c'est-à-dire de pouvoir dessiner. Ce qui était une force, bien sûr. Ce qui était une force, parce que si vous disséquez un cadavre, si vous savez pas dessiner, à l'époque on prend pas de photos, donc lui a la capacité de dessiner. Mais je pense qu'il est le catalyseur de plein de gens qui ont travaillé autour de lui, forcément en secret parce que époque d'inquisition, c'est pas possible autrement. Et en ce sens, je pense qu'il a dû créer un genre de fraternité, de confrérie, etc. Et si vous allez au Clos Lucé à Amboise, il y a un tunnel entre le Clos Lucé, c'est-à-dire là où Léonard de Vinci a fini sa vie, et le château d'Amboise, où était François Ier. Était entre deux, parce que François Ier était très itinérant. Il est pas resté 40 ans dans le même. Il a fait toute la France. C'était toujours le premier, il courait. Oui, c'est pour ça il était devant et les autres derrière. C'est un genre de poisson pilote c'est ça. de France. Et en fait, il y a un tunnel. Il y a un souterrain qui relie le tableau et le Clos Lucé en bois. Et je pense que ce souterrain servait très certainement à faire des expériences, à faire des trucs. En secret, quoi. En secret. Voilà. Bon, en tout cas, on arrive au terme de cette discussion puisqu'il est pile minuit. Alors, on aurait pu y passer toute la nuit, je pense. En tout cas, Isis, la Joconde révélée, une nouvelle édition aux éditions Maxines, 500 ans après sa création. Thierry Gallier, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous infiniment. Vous nous avez fait voyager, en tout cas. Voilà. Et je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage parce que tout est disséqué, tout est analysé, tout est regardé. C'est-à-dire que mais un enfant de 3 ans peut comprendre. Regarde là, je te montre ça. C'est juste hallucinant, quoi. On a mis la photo du livre sur le Facebook. Voilà. Et puis Gina, donc on le recevra gratuitement, dédicacé par. Gina, comment déjà comment elle s'appelle Gina déjà Suzanne. Non, Gogavès ou je sais Suzanne. plus. Mais il y a que moi qui suis alors. C'est quand même hallucinant quand même. Elle nous a remercié en plus sur Facebook. Oui, Gina. Alors Gina Gouvazé de Nice. Voilà. Elle nous écoute certainement par internet. Merci Gina en tout cas de le faire par là-bas. Merci 1000 fois. Passez un bon week-end. Merci.